Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on va voir comment rouler en voiture allemande, italienne, française, japonaise gratuitement et on va faire le parallèle avec l'immobilier. Vous êtes bien sur le podcast de la liberté, de l'immobilier et des gros billets. Et j'attaque cet épisode en solo. Donc en ce moment, je vais essayer de faire un épisode en solo une fois sur trois parce qu'en fait, j'ai prévu plein d'invités. J'ai envie d'inviter tellement de gens. J'ai contacté plein de personnes. Alors j'ai eu des oui, des non, des plannings dans tous les sens. Donc, je vais essayer de me tenir à un épisode sur trois tout seul et deux sur trois avec les invités. J'ai quand même des trucs à vous raconter tout seul. Le reste du monde en a encore plus. Donc, on va tenir ce rythme. Pour revenir au podcast de la semaine dernière, alors David, il a été exceptionnel. Il a partagé dans tous les sens. Toute sa communauté, elle a partagé dans tous les sens. Je crois que j'ai eu plus de 15 ou 20 reportages en story. C'était jamais arrivé. Du coup, les écoutes, elles se sont envolées. Franchement, je suis trop content. Merci à David, merci à sa communauté. Vous êtes géniaux. Et David, il mérite amplement cette communauté. Donc, vraiment, gros succès en termes d'écoute. Merci à Lucas pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Bref, les podcasts, ça prend beaucoup de temps. Que vous le sachiez ou pas, ça me prend au moins 4 ou 5 heures par semaine entre organiser le planning des invités, faire le montage, faire l'enregistrement. En fait, ce que vous entendez, c'est juste la partie émergée de l'iceberg et donc ça prend du temps. Et je suis toujours ravi d'avoir vos retours. Pareil, j'ai eu plein de messages, j'ai eu des emails. Donc c'est trop cool. Cette semaine, je me suis aussi créé une boîte email un peu pro. Donc si vous voulez m'écrire, c'est info@byebyepatron.net. Ça coûte 6 € une boîte email chaque mois si vous vous demandez. Donc, mais bon, voilà, j'ai une boîte email maintenant. Si vous voulez m'écrire, non pas sur Instagram, vous pouvez m'écrire sur info@byebyepatron.net. Et de toute façon, il y a tous mes coordonnées sur mon site www.byebyepatron.net. Pour l'épisode de la semaine, on va sortir un peu de l'immobilier, de la bourse et de tous les sujets. Je vais vous parler d'un thème que j'affectionne particulièrement et sur lequel je suis assez souvent sollicité dans ma vie privée, c'est comment est-ce que je roule en voiture gratuitement. On est parti, jingle. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, bien avant l'immobilier, au tout début, j'ai commencé à acheter et à vendre des vélos. J'étais étudiant et j'étais dans une ville où les vélos, c'était à Strasbourg. Tout le monde veut des vélos, personne en a, tout le monde se fait voler son vélo, tout le monde roule avec des vélos tout pourris. Donc je faisais un système d'import-export de vélos, j'allais acheter des vélos dans les villes dans ma ville d'origine notamment, où personne ne voulait de vélos, surtout pas des pourris, et du coup après je les remontais à Strasbourg et je les revendais là-bas. Ensuite j'ai fait des téléphones, des consoles, voilà, j'ai acheté des trucs, j'ai revendu tout ça. Et ensuite, j'en suis arrivé aux voitures. Donc ça, c'était principalement avant l'immobilier. Je continue à le faire un peu plus doucement, les voitures, mais je continue à le faire quand même. Mais je pense que là, on est quand même une période charnière. Il y a l'électrique, il y a l'hybride, il y a les leasing et tout ça. Donc c'est le bon moment pour vous en parler. J'ai essayé de retrouver un peu qu'est-ce que j'ai eu comme marque de voiture. Donc j'ai eu des Peugeot, je viens de l'Est de la France. Peugeot, c'est presque une religion. T'es obligé d'en avoir au moins une dans ta vie, sinon toute ta famille te renie. Renault, Mini, Alfa Romeo, Hyundai, Volkswagen, Porsche et Audi. Et en ce moment, je roule dans une Audi cabriolet, dont je suis quand même assez content. Et je vais vous raconter comment est-ce que je fais pour rouler gratuitement en voiture. Alors, de quoi je parle quand je parle de rouler gratuitement? Ce que je veux dire, c'est ne pas perdre la valeur que la voiture ne perde pas de valeur durant le temps où vous la possédez et si possible faire une petite plus-value. Donc je me suis renseigné en France, une voiture ça coûte en moyenne 6 000 € par an. L'essence c'est 1 000 €, l'assurance on va dire c'est 500 €. Après ça dépend de votre profil, comment vous roulez, voilà, si vous faites des drifts sur les sorties d'autoroute et que de temps en temps vous tapez la glissière, et ben forcément ça va un peu augmenter votre addition annuelle. Tout ça pour dire que les postes les plus importants de dépenses pour une voiture, c'est principalement la perte de valeur chaque année, c'est à peu près 50% du coût global de la voiture et l'entretien. Ça dépend des voitures, mais on peut compter entre 500 et 1 000 € par an. Et donc, quand on a pour but de faire des investissements, de développer son patrimoine, que ce soit payer des apports immobiliers, que ce soit investir en bourse, crypto, crowdfunding, tout ce que vous voulez,
voyez bien que perdre de l'argent de façon aussi importante, ça peut vite représenter plusieurs mois de salaire chaque année, le coût de votre voiture. Et ben, c'est pas forcément le bon plan. Et en plus, si vous aimez bien les voitures, bah, c'est quand même cool de pouvoir conduire un peu la voiture que vous voulez grâce aux conseils que je vais vous donner. Donc, on est parti. Alors, comme en immobilier, il va falloir trouver la bonne affaire à l'achat. C'est le plus important. Vous n'allez pas pouvoir faire vraiment une plus-value de fou, enfin, vendre un truc hors marché lors de la revente. Donc, c'est vraiment à l'achat qu'il va falloir faire le plus gros du travail. En fait, l'idée, ça va être forcément de garder la voiture pas très longtemps, donc pour pas qu'elle perde trop de valeur. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de changer entre tous les 6 mois à 1 an de voiture. C'est ce que je fais. Il y a des périodes, parfois je les garde plus longtemps, il y a des périodes je les garde moins longtemps. Ça dépend aussi. Moi, j'aime bien rouler en cabriolet au printemps et en été. Donc, pendant longtemps, j'ai tourné avec 2 voitures par an, un cabriolet que j'achetais au tout début du printemps que je revendais à la fin de l'été, et après une autre voiture pour l'hiver. Mais bon, ça c'est chacun qui voit comme il veut. Ça dépend où vous habitez. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est comme en immobilier à l'achat. Donc, ce que je préconise, c'est, en fait, il va falloir que vous cherchiez une voiture, mais sans avoir des critères trop précis. En fait, c'est la même chose que je fais moi quand j'achète un appartement. Je cherche pas forcément des types. Alors parfois, j'ai quand même un peu une préférence pour certains types d'appartements, mais je vais plutôt chercher une bonne affaire, peu importe ce qui se présente à moi. Et après, je vais voir si ça correspond au marché. Et si, voilà, si je tombe sur un studio, je vais regarder s'il y a des étudiants. Si je tombe sur un plus grand appartement, je vais voir s'il y a des familles. Et ce que je vous conseille un peu de faire avec la voiture, c'est essayer d'avoir une idée de ce que vous voulez, mais sans avoir forcément le modèle précis, l'année, le moteur et la couleur. Parce que sinon, ça va être trop compliqué et ça va vous fermer la porte à trop d'opportunités de bonnes affaires. Donc, premier conseil, par exemple, moi, j'aime bien rouler en cabriolet. Ben, je vais chercher, admettons, un cabriolet allemand qui a 5 ans. Et ça, c'est un bon. Donc là, vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez avoir les BMW série 2, je pense que c'est série 4, les Audi A3, A5, les Mercedes SLK, classe C, classe E. Voilà, comme ça, vous ouvrez un peu les possibilités et vous êtes, parce qu'au final, les prestations, elles sont quand même assez comparables généralement d'une marque à l'autre. Et donc, il va falloir avoir l'esprit un peu ouvert. Pareil, si vous voulez un break, voilà, vous allez chercher un break ou je sais pas, ou un SUV du- d'une certaine catégorie de gamme, mais sans vous focaliser sur une marque. Pareil, on pense tout de suite à la revente, donc les couleurs. Je sais qu'à un moment il y avait des Volkswagen Sirocco vert pomme là. C'est pas forcément le meilleur plan à acheter, donc pensez dès l'achat à la revente. Ça c'est vraiment un truc important et c'est pareil en immobilier. Pensez pas, vous allez acheter un appartement, en bas il y a un kebab, vous ça vous va. Le jour où vous revendrez, les gens ils verront le kebab et ça leur ira pas. Donc c'est la même chose. On va essayer vraiment à l'achat de penser tout de suite à la revente. Donc je me lance dans les recherches, je mets mes critères. Moi, souvent, je mets aussi un peu la puissance. Je mets, je sais pas, 120 chevaux, 130 chevaux minimum. Et je regarde ce qu'il y a. Alors, pour les critères, le premier critère qui est pour moi le plus important, on peut en débattre si vous voulez. Mais moi, il y a un critère qui est vraiment sur lequel je transige pas. C'est que j'achète que des voitures à des particuliers. J'achète jamais de voitures à des garages. Pourquoi? Parce que de un, les garages, ils prennent leur marge, c'est trop cher. De deux, souvent, vous êtes super mal reçus. Et surtout, de trois, les gens, quand ils ont une voiture qui a des problèmes, ils vont pas vouloir la vendre eux-mêmes, ils vont leur filer un garage qui, eux, va la revendre. Donc, vous avez ni l'historique et vous avez, je pense, après, c'est mon avis et mon expérience personnelle, mais vous avez plus de risques, en fait, d'avoir des problèmes avec une voiture qui est vendue par un garage. Les garages, ils donnent des garanties, mais souvent, c'est des garanties, des choses qui cassent jamais, style moteur et boîte. Et après, tout le reste, eh ben, c'est quand même pour votre pomme. Et puis, si vous avez acheté un truc à un petit garage, du coin, vendu par un mec un peu louche, allez le voir pour réclamer la garantie. Vous allez voir que ça se passe pas aussi bien qu'on le pense. Donc moi, j'achète que à des particuliers et je regarde vraiment la tête qu'ils ont, le comportement qu'ils ont et comment c'est chez eux, tout ça. Vraiment, j'essaie d'analyser un peu la psychologie du personnage en me disant que, vu comme il est, c'est dans cet état que la voiture, elle va être. Alors, un des critères qui est important, c'est l'âge du véhicule.
On dit souvent n'achetez pas des voitures neuves. Les voitures neuves, elles perdent 20% à peine vous êtes sorti de la concession. Franchement, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est quand même un peu moins parce que souvent les gens ils vont comparer entre le prix catalogue et le prix de revente au bout d'un an. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on a une énorme ristourne à l'achat ou alors sur la reprise de son véhicule. Donc comparer les prix neufs affichés avec les prix un an après, c'est pas super judicieux, je pense. Bref, de toute façon, on va pas acheter de voitures neuves, on va pas acheter de voitures qui ont un an. Il y a des gens, ils achètent des voitures qui ont un an. Moi, je suis pas trop pour. Je me demande toujours, mais les voitures qui ont 6 mois, un an, comment elles sont arrivées là, en fait? Donc, c'est quelqu'un qui est pas content avec la voiture, c'est quelqu'un qui a eu un accident avec la voiture, c'est une voiture qui était une voiture de location, c'est une voiture qui était une voiture de collaborateur ou d'essai. Enfin, franchement, posez-vous la question, qui se débarrasse d'une voiture au bout de 6 mois ou un an? Alors, peut-être qu'il y a une info que j'ai pas, mais moi, je préconise pas les voitures de 6 mois ou un an. Je vous conseille plutôt d'aller dans des voitures qui ont de l'ordre de 3 à 5 ans. Je pense que c'est le bon compromis entre un véhicule qui est encore assez récent et un véhicule qui va pas être trop cher à l'achat. L'idée, ça va vraiment être d'être un peu au moment où la courbe, elle descend plus en flèche, la courbe de la perte de valeur, elle s'aplatit un peu. Et après, si vous prenez des voitures plus vieilles, vous pouvez le faire, je l'ai déjà fait, mais vous avez des risques de réparation qui sont accrus. Et puis après, vous roulez dans une voiture qui est moins récente, donc il y en a qui peuvent aimer. Et puis, mais bon, voilà, on a une époque où ça évolue quand même pas mal, donc 3 à 5 ans, je pense que c'est le bon critère. Deuxième critère, c'est le kilométrage. Alors là, je vous conseillerais de pas aller à plus que 150 000 kilomètres, parce que là, vous ouvrez, comment on dit, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais en tout cas, bon, 150 000 bornes, ça commence à faire pas mal. Vous pouvez avoir des réparations importantes, donc évitez ça. Et après, ce qu'il faut absolument éviter aussi, c'est vous allez vous fixer un peu le kilométrage que vous allez faire avec la voiture, je sais pas, disons 15 000 kilomètres, et pendant la période où vous allez la détenir. Et du coup, il faut pas que vous passiez des seuils psychologiques. Les seuils psychologiques, je dirais, le plus important, c'est les 100 000. Donc, soit vous achetez une voiture qui a 104 000, soit vous achetez une voiture qui a 70 ou 80 000, mais achetez pas une qui a 95 000 et que ce soit vous, pas que vous passiez les 100 000, parce qu'après, quand vous allez la revendre, vous allez passer les filtres, ils vont pas vous avantager. Donc, vraiment pensez d'avance dans le futur, en fait. Comme vous feriez pour un appartement, vous regardez le quartier, comment ça évolue, comment les matériaux vont vieillir, etc. Là, c'est pareil, pensez tout de suite revente, revente, revente quand vous achetez. Après, un point super important, ça va être les dépenses d'entretien à venir. Donc alors soit vous arrivez à le voir déjà sur base du kilométrage, les voitures, elles ont certaines grosses dépenses qui arrivent souvent. Alors, je parle pas des voitures qui ont 200 000 kilomètres ou 300 000 où il faut tout changer, le joint de culasse et tout ça. Mais ce peut coûter super cher, c'est la courroie de distribution. Quand il y en a une, parfois c'est des chaînes, donc il faut que vous vous renseigniez. Les disques de frein, la climatisation, les amortisseurs, ça c'est un peu, et l'embrayage, c'est un peu les frais qu'il faut absolument que vous évitiez parce qu'en fait, vous les récupérez jamais quand vous allez revendre la voiture. Vous avez peut-être changé une courroie de distri. Il y a aussi, je pense, tout ce qui est lié à l'échappement, les FAP et les catalyseurs et tout ça. Mais en fait, c'est un peu comme dans un appartement. Si vous passez un coup de peinture, si vous mettez de la déco et tout ça, des trucs pas trop chers, et ben ça, vous allez le récupérer. Ça peut être le cas sur une voiture. Vous faites par exemple, vous allez faire l'entretien de la voiture, mais le truc basique, la vidange, les filtres et tout ça. Ben vous allez pouvoir dire, voilà, la voiture, elle a été entretenue il y a un mois, le jour où vous la vendez, ça vous a coûté quelques centaines d'euros. Et pareil, vous avez fait le contrôle technique juste avant, tout est nickel, ça c'est bon. Par contre, si vous avez changé, fait des grosses réparations, et ben déjà ça va un peu, même si c'était prévu, ça va un peu effrayer les vendeurs quand vous allez dire j'ai changé ça, j'en ai pour 3 000 euros, ça va les effrayer. Et après, vous allez jamais les récupérer sur le prix de vente. Surtout si vous avez acheté une voiture qui est pas chère à la base, si vous avez acheté une voiture à 3 000 euros et que vous avez mis 1 000 euros de réparation, vous n'allez pas la vendre 4 000 pour autant. C'est un peu pareil dans l'immobilier. Quand on change des fenêtres ou toute l'électricité et tout ça, c'est pas ça qui va faire prendre de la valeur au bien. Donc, pensez
à éviter absolument d'acheter une voiture qui va avoir ses frais à venir. Ensuite, il y a un critère qui est super important et je pense que c'est quasiment le plus important, c'est le budget. Il va falloir que vous fixiez un budget. Donc déjà, ça va être votre budget à vous. Forcément, vous n'avez pas des moyens illimités en général. Mais ça va aussi être, pareil, il faut penser à la revente. Je suppose dans l'immobilier, c'est pareil. Si vous avez une maison, un château à 3 millions à vendre, ça va être plus compliqué qu'un appartement à 50 000 euros. Et ben pour les voitures, c'est pareil. Donc en fait, il faut pas aller trop bas dans le budget parce que vous risquez de rouler dans une poubelle. Et je pense que c'est pas l'ambition de la plupart des gens d'avoir une caisse toute pourrie qui tombe en panne tout le temps et qui fait un peu pitié. Mais en même temps, il faut pas non plus trop monter parce que vous allez vite être limité par en fait quand vous allez la revendre, parce que vous allez la revendre vous-même en tant que particulier. Et du coup, les gens, au bout d'un moment, ils se méfient. Par exemple, moi, j'avais une Porsche Boxster S, très bonne voiture de garçon coiffeur, comme on dit. Franchement, j'étais super content. Tous les gens qui sont des rageux, des personnes en cabriolet qui disent ouais, vous êtes en cabriolet pour vous la péter. Quand on roule en cabriolet, on veut juste qu'il y ait personne. On roule dans la forêt, personne nous voit, on prend l'air, on est tout content. Et bref, j'avais cette Porsche Boxster S, je l'avais acheté à un super bon prix. J'étais tombé vraiment sur une bonne affaire. En plus, j'avais fait le contrôle technique à la place de la vendeuse En fait, elle m'avait laissé partir avec la voiture, je l'avais même pas payé ni rien. Et c'était une super affaire. Je l'avais payé à un très bon prix, donc j'ai roulé avec. Et quand j'ai voulu la revendre, je me suis dit, bah ça va aller. Je l'avais mis un peu plus cher que je l'avais vendu, que je l'avais acheté, mais en fait, je me suis dit, ça va aller. Franchement, par rapport à la cote, par rapport à la voiture que c'est et tout. Mais il y avait très peu de demandes parce qu'en fait, c'était un budget qui était déjà assez élevé. Et les gens, ils se méfient, voilà, vous êtes particulier. Ils préfèrent aller chez un garage. C'est un truc, forcément, je pense que c'est, comme je l'ai dit à la base, c'est un mauvais plan. Mais ils veulent aller à un garage. Donc, au bout d'un moment, faut pas que vous montiez trop dans les budgets. Il faut aussi que vous regardiez dans la ville dans laquelle vous habitez, quel est un peu le pouvoir d'achat des gens. Si vous habitez dans une ville, une ancienne ville minière où tout le monde est au chômage et où les gens ils ont du mal à joindre les deux bouts et il y a que des Lidl et des Aldi, bah allez pas acheter une Porsche pour la vendre là-bas quoi. Ça va pas bien se passer. Donc réfléchissez à votre budget, mais aussi au budget des acheteurs que vous allez avoir. Les voitures les plus simples à vendre, c'est les voitures à moins de 10 000 euros. C'est celle que j'ai eu toujours le plus de facilité à vendre. Donc, essayez de trouver un peu le compromis moi, je vous conseille entre 5 000 et 15 000 euros. C'est un bon budget pour éviter les poubelles et en même temps, le jour de la revente, avoir des gens déjà pas des cassos parce que si vous vendez une voiture à 3 000 euros ou 2 000 euros, j'ai vendu l'autre fois une voiture pour une copine à moi, c'était une 207, je l'ai vendue 2000 euros. Franchement, j'ai eu que des cassos qui m'ont appelé, j'ai eu des gens, des vieilles, elles me laissaient des vocaux et tout. Ah, j'ai trouvé la voiture trop chou, j'ai eu vraiment un coup de cœur et tout. C'était une 207 grise, il y a pas de coup de cœur à avoir. Donc, les voitures pas assez chères, vous allez tomber que sur des cassos. Donc, ça, c'est aussi un point à réfléchir. Donc, 5 000 à 15 000 euros, c'est le bon budget, je pense, quand vous faites vos recherches. Et pareil, mettez-vous le budget avant de commencer les recherches parce qu'ensuite on a tout le temps, on voit qu'on peut avoir mieux, on peut avoir mieux, on peut avoir mieux et puis après le budget il part au plafond. Donc 5 à 15 000, c'est un bon budget. Ensuite, je vais pas me faire des amis, mais je vais quand même vous le dire, n'achetez pas de voiture de femme. Alors ça, c'est une leçon que j'ai appris un peu dans le dur. Faut pas acheter de voiture de femme. Pourquoi? Alors, de femmes et possédées par des femmes, c'est un peu, il y a un peu peut-être de subtilité, mais premièrement, les femmes en général, elles prennent moins soin de leur voiture que les hommes. C'est pas, il y a des cas par cas, bien sûr, mais euh, je connais des hommes qui passent des demi-journées à laver leur voiture, qui ont des centaines d'euros de produits pour les cuirs, les plastiques, les jantes, etc. Je connais aucune femme qui a ça. Vous allez dans les voitures de femmes, souvent c'est un peu dégueulasse, c'est pas lavé, c'est pas aspiré. Voilà, c'est pas 100% des cas, mais c'est souvent des voitures qui sont un peu mal entretenues. Et pareil, il y a beaucoup de femmes qui connaissent pas grand-chose
à tout ce qui est entretien de voiture. L'autre fois, j'ai une copine à moi, elle m'a demandé si elle devait mettre de l'huile dans sa voiture quand il y avait le voyant allumé. Donc, vous voyez bien que ça peut quand même poser des problèmes. Donc, essayez d'acheter des voitures détenues par des hommes. Ça, c'est la première règle. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est une règle quand même qu'il faut garder en tête. Et la deuxième règle, c'est il faut pas acheter des modèles qui sont destinés au public féminin. Moi, j'ai une Mini. Franchement, j'étais super content avec. J'ai pas spécialement de problème avec d'ego, de virilité ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, des histoires un peu, voilà, dont on se passerait bien. Mais en tout cas, c'était une voiture qui me convenait bien à un moment. C'était facile à garer. Je trouvais ça un peu drôle. Je pouvais rouler quand même assez vite avec et tout. Et le problème, c'est que quand j'ai voulu la vendre, eh ben, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un acheteur parce qu'en fait, les femmes, pareil, elles se méfient elles préfèrent aller chez un garagiste. Donc, elles ont peur toujours que vous les arnaquiez et tout ça quand vous vendez la voiture. Donc, elles vont pas acheter à des particuliers et elles préfèrent aller chez des garagistes. Donc, déjà, vous êtes fermé à tout ce public. Et après, sinon, il y a des femmes, elles ont des potes garagistes et donc leurs potes garagistes, ils viennent et ils font les beaux pour les draguer ou que sais-je, pour montrer qu'ils savent de quoi ils parlent. Et ils vous font chier, ils vous disent que la voiture, elle va tomber en panne demain, qu'elle va se casser. Enfin, ils font les beaux, ils veulent négocier à mort. Et du coup, c'est pas du tout des bons acheteurs. Et donc, évitez les voitures de femmes pour ça. Donc, moi, j'ai eu une Mini et j'ai eu une Audi blanche aussi. Je pensais pas que ça faisait féminin, mais on m'a dit que ça faisait féminin. Donc, c'est des voitures que j'ai eu assez du mal à vendre, alors que on a l'impression que c'est un peu ce que tout le monde veut, quoi. Donc, évitez les voitures, les modèles typiquement féminins. Donc ensuite, la recherche en tant que telle, bah là, il n'y a pas de secret. Vous allez sur les sites de petites annonces, vous mettez les filtres. Alors le Bon Coin, je pense que c'est là où il y a le plus d'annonces, mais les filtres, c'est pas génial, surtout les motorisations et tout ça. Donc, en tout cas, vous allez sur les petits sites de petites annonces, vous mettez vos filtres, donc 5 000 à 15 000 euros, voiture de, je sais pas, de 5 ans, puissance 120 chevaux. Et puis après, vous les défilez. Et en fait, bon, j'avoue, moi, à force de regarder souvent, je connais un peu les prix, mais il va falloir que vous fassiez un peu une idée du prix, ou alors quand vous allez voir un modèle qui va vous plaire, essayez de faire une recherche pour en fait avoir un peu la tendance, combien vaut cette voiture. Et ensuite, une fois que vous avez regardé beaucoup d'annonces, vous allez pouvoir détecter ce que vous estimez être des bonnes affaires. Alors après, ce que je fais, moi, c'est un peu un truc de geek ou de comptable, je sais pas, mais une fois que j'ai trouvé les bonnes affaires, je sais pas, j'en ai 10, 15, 20, et ben je les mets dans un fichier Excel et puis je mets un peu les caractéristiques, donc voilà, la voiture, le modèle, le lien de la petite annonce et tout. Et ensuite, je vais sur lacentrale.fr et là-dessus, vous pouvez calculer, déterminer la cote de la voiture. En fait, ce que je fais, c'est que je regarde à quel point la voiture elle est décotée en pourcentage et en euros par rapport à justement à la cote de la centrale. Et en fait, ensuite, je regarde les plus grosses décotes et c'est les voitures que j'appelle en priorité, si elles me conviennent, bien sûr. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Passez vraiment beaucoup d'annonces en revue. Faites-vous un peu une opinion. Voilà, au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a peut-être quatre modèles qui vont vous plaire. Euh, et du coup, quand vous allez voir les annonces, vous allez vite vous rendre compte si c'est si c'est une bonne affaire ou pas. Alors maintenant, Le Bon Coin, il a un truc, je sais pas, il compare la cote, mais franchement, ça marche pas bien parce que je crois qu'il prend pas compte du moteur ou enfin des finitions. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas du tout fiable. Mais voilà, passez les annonces en revue. Ce que je vous conseille, c'est essayer d'acheter une voiture proche de chez vous, parce que vous allez changer tous les 6 mois ou un an. Alors, sauf si vous habitez dans un coin où il fait tout le temps moche et que vous allez vous faire un week-end à Toulouse ou à Nice, essayez d'acheter plutôt une voiture qui est proche de chez vous. Moi, pour vous dire, je vais même pas à plus qu'une demi-heure de chez moi, parce que voilà, je trouve qu'il y en a déjà assez dans mon secteur. Et j'ai pas envie de perdre mon temps parce que forcément après ça va être comme les biens immobiliers, il va falloir voir plusieurs voitures pour faire votre choix.
et pour bien négocier. Donc, essayez de prendre des voitures à une demi-heure de chez vous maximum. Et donc, je vous répète, vous allez sur le site de petites annonces, vous mettez vos filtres, ensuite vous regardez les annonces. Quand vous voyez qu'il y a un truc qui a l'air un peu sous le prix du marché, vous la sélectionnez et ensuite vous faites un fichier Excel avec les voitures, vous mettez bien les liens de l'annonce parce que sinon vous allez les perdre dans ce fichier Excel et vous regardez, vous comparez le prix demandé avec la cote de la voiture. Un point dont j'ai pas parlé et que je vous recommande aussi grandement, c'est d'acheter la voiture cash. Pareil, vous allez changer de voiture tous les 6 mois, 1 an. J'ai jamais fait d'emprunt pour une voiture, donc je sais pas trop si c'est simple ou si ça prend du temps. Mais je suppose, pour connaître les banques pour les prêts IMO, bon, à mon avis, c'est pas la même procédure, mais c'est toujours un peu galère. Donc, dans l'idéal, ne faites pas d'emprunt pour la voiture. Et surtout, si vous êtes investisseur immobilier, eh ben, ça va complètement casser votre taux d'endettement. Vous allez, je sais pas, une voiture, vous allez vite rembourser 500 euros par mois. 500 euros par mois, c'est 100 000 euros. Même si c'est pour une voiture à 20 000 euros, vous allez rembourser 500 euros par mois. Et ça va vous priver de 100 000 euros d'emprunt potentiel pour vos investissements. Donc, essayez d'acheter la voiture cash. On en arrive à l'essai du véhicule et du coup, la visite. On peut dire la visite, c'est comme si vous visitiez un appartement. Donc là, quand vous allez voir le véhicule, première chose à faire, poser beaucoup de questions au vendeur. Est-ce que c'est une première main? Est-ce qu'il a eu des accidents avec? Est-ce qu'il y a des problèmes sur la voiture? La plupart des gens, ils sont quand même assez honnêtes, donc ils vont vous le dire. Vérifiez l'aspect déjà général de la voiture. Si l'extérieur, il est en sale état, il est cassé et tout, ben, vous dites bien que la mécanique, ça va pas être tip top, très probablement. Une voiture qui est repeinte, des phares, les phares, regardez, qui sont un peu usés de la même façon, sinon ça peut être synonyme qu'il y a eu un choc. À l'arrière de la voiture, regardez s'il y a un attache-remorque. Si un attache-remorque, ça peut être synonyme du fait que la voiture, elle a porté des charges lourdes, elle a tiré plutôt des charges lourdes, donc c'est peut-être pas idéal. Regardez aussi qu'il n'y ait pas un autocollant de circuit, genre un Nürburgring, parce que si le gars il a fait du circuit avec la voiture elle peut être déformée, voilà. Enfin, en tout cas, vous savez que vous allez tomber sur un mec qui a tapé dedans, peut-être à froid et tout ça, donc évitez aussi ça. Après, pour tout ce qui est détails, vous pouvez regarder des tutos sur Internet ou des vidéos qui vous expliquent peut-être plus en détail comment vérifier la voiture. Mais voilà, il faut vérifier que la voiture elle n'a pas été accidentée, poser la question au vendeur, vérifier que les pneus sont encore en état. Donc ça, il y a des témoins d'usure sur les pneus. Pareil, regardez sur Internet comment est-ce qu'on lie un témoin d'usure. Je sais qu'il y a des gens, ils font ça avec des pièces de 1 ou 2 euros. Si les pneus ils vont être à changer, ça va être un coût important. Donc ça va un peu nous affecter notre marge de revente. Donc, tout ça, il faut regarder l'état du véhicule, les pneus, s'il n'y a pas des infiltrations d'eau ou des choses comme ça. Ça, je vous conseille aussi de regarder. Et bien sûr, les rayures, forcément, les impacts, qu'il n'y ait rien de cassé à l'extérieur. Parce que pensez toujours revente. Peut-être qu'une voiture rayée, vous, ça vous dérange pas, mais le jour où vous allez la revendre, eh ben, il y aura une rayure et ne vous inquiétez pas que ça va fortement affecter sa valeur de revente. Donc, pensez toujours revente. Couleur, les noirs, les blancs, les gris. Ensuite, quand vous êtes à l'intérieur du véhicule, avant même que le véhicule y roule, il faut que vous vérifiez que tout fonctionne. Donc, les feux, l'autoradio, éventuellement même le Bluetooth, vérifiez bien qu'il y a les feux automatiques si vous cherchez ça sur une voiture. Une fois, j'ai pas vérifié, il y avait pas de cruise control sur une voiture sur régulateur de vitesse. Donc, il y avait pas de régulateur de vitesse sur la voiture. Je me suis traîné pendant 6 mois une voiture, c'était une Audi. Elle venait d'Allemagne. Et souvent, les voitures d'Allemagne, elles sont pas bien, équipée, bah j'avais pas fait attention, je pensais que toutes les voitures du monde elles avaient maintenant des régulateurs, bah celle-là elle en avait pas. Donc vérifiez bien qu'il y a les options que vous voulez et que tout fonctionne, la clim, mettez-la super froide et vérifiez que le froid il vient vite, les sièges chauffants, j'ai eu des voitures où les sièges chauffants ils fonctionnaient pas. Euh, donc vérifiez que ça fonctionne également. Toutes les ceintures et tout, parce qu'après quand vous allez avoir la voiture, ça va être sur vous que ça va retomber sinon. Donc tester toutes les fonctions. Voilà, on n'achète pas une baguette de pain. Et c'est une voiture, ça prend un peu du temps.
Et vous pouvez aussi vérifier sur le tableau de bord les échéances des entretiens. Ça, normalement, vous pouvez avoir facilement la prochaine échéance de l'entretien. Et là, en fait, dans la stratégie de rouler gratuitement, ce qu'il faut, c'est éviter de payer un entretien. Donc, si le mieux, c'est par exemple si c'est dans 20 000 et que vous savez que vous allez rouler 10 000, ça va. Si c'est dans 3 000, eh ben peut-être qu'il faudra prendre un autre véhicule plutôt que celui-là parce que ça va vite vous coûter 500 ou 1000 euros d'entretien. Après, bien sûr, on essaye la voiture. Ça fait un peu journaliste auto là le podcast, mais bon, je vous raconte quand même comment je fais. Après, j'essaye la voiture. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est déjà qu'il n'y ait pas de bruit bizarre quand vous roulez. Que le plus important, que la voiture vous plaise, vu que ça va être votre voiture, donc vérifiez que la voiture elle vous plaise. Ensuite, donc pas de bruit bizarre. Regardez aussi quand vous roulez qu'il n'y a pas des fumées bizarres, des odeurs bizarres, que la voiture elle pousse quand vous accélérez, elle pousse normalement et assez fort, que toutes les vitesses passent, essayez toutes les vitesses, que ce soit boîte auto ou boîte manuelle, essayez que de toutes les vitesses. Lâche dans une ligne droite, lâchez le volant et vérifiez que la voiture elle tire droit comme on dit, donc voilà, elle va tout droit. Euh, Ensuite, vous pouvez faire un test de freinage, donc vous quand vous êtes un peu, alors faut quand même être assez, pas forcément à 200, mais à, on va dire 50, 60. Vous freinez un coup fort et pareil, vous vérifiez que la voiture elle tire pas d'un côté ou de l'autre et qu'elle reste droite, qu'il n'y a pas des genres de vibrations, des trucs. Bon, ça peut être la vibration de l'ABS, mais en gros, que quand vous freinez, il se passe rien de spécial et que la voiture elle freine vraiment, qu'elle freine fort et qu'elle s'arrête et que elle reste droite. Donc voilà pour le journaliste auto. Non, et après quand vous rentrez, soulevez le capot, essayez de pas vous brûler et vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de coulure, qu'il n'y a pas de brûlure, qu'il n'y a pas de déformation du châssis. Vous pouvez, après ça c'est plutôt quand vous achetez la voiture, vérifiez quand même le numéro de châssis par rapport à l'acte que vous avez fait quand vous avez acheté la voiture. Vérifiez aussi, il y a souvent des étiquettes de vidange où il y a le kilométrage de la voiture lors de la dernière vidange. Donc, comparez cette étiquette à l'étiquette de, je vais y arriver, au compteur kilométrique. Parce que si sur l'étiquette il y a écrit 150 000 kilomètres et que la voiture elle est annoncée à 100 000 et que le compteur il est à 100 000, c'est peut-être qu'il y a un problème. Donc, je pense que là on a fait un petit tour de ce qu'il faut vérifier. Après, le plus important quand vous achetez une voiture de très loin, vérifiez la tête du vendeur. Est-ce qu'il a l'air honnête ou pas? Est-ce que c'est un vieux qui a l'air, voilà, qui a l'air cohérent dans son discours, qui vous dit pourquoi il change de voiture? Ça va pas, c'est pas un gars qui l'a acheté il y a un mois et qui a fait le fou avec. Une fois, j'avais essayé une voiture. C'était une voiture assez puissante. C'était une Z435 pour ceux qui connaissent un peu. C'était, je crois, 306 chevaux, un truc comme ça. Mais les experts me confirmeront ou non ma version. En tout cas, j'essayais la voiture et le mec il me disait, je roule à 180, il me disait, vas-y tape dedans, tape dedans, tape dedans. Je me suis dit, c'est bon, la voiture, il y a, je roule déjà super vite et il me dit de rouler encore plus vite. Donc ça, c'est des voitures qu'il faut éviter. Donc la tête du vendeur, super important. Et ensuite, qu'il faut que vous vérifiez. C'est comme dans l'immobilier, c'est les papiers. Vérifiez qu'il y a bien les factures. S'il les a, ça c'est pas tout le temps. Parfois elles sont chez le constructeur, mais qu'il y a un carnet d'entretien. Ça, souvent il y en a, même si pareil, parfois c'est maintenant électronique. Et il faut que le carnet d'entretien, dans l'idéal, si vous achetez une voiture assez chère, que tous les entretiens ils aient été faits chez la marque. Et ça c'est vraiment important parce que pensez revente. Pensez revente toujours. Si l'entretien il a été fait dans 4 garages différents, dans 5 pays différents, et que le dernier c'était chez Leclerc Auto ou je sais pas quoi, bon, je dis pas qu'ils sont meilleurs ou moins bons que les constructeurs, mais pour les gens qui achètent, ça compte. Donc, il faut vraiment que vous en teniez compte. Donc, si toutes les vérifications sont OK, le carnet d'entretien, il est OK. Ensuite, vous allez demander au type si c'est un peu négociable. Vous allez négocier sur base des petits problèmes qu'il y a sur la voiture. Si vous savez pas comment négocier, à la limite, ne négociez pas à ce moment-là, mais allez voir les 3-4 voitures qui vous conviennent et puis ensuite vous faites des offres, peut-être voilà,
La voiture qui vous plaît le moins, vous dites à ce prix-là, elle me plaît le moins, bah alors je fais une offre à 3 000 à 4 000 € de moins, et puis si le gars il dit oui, elle commencera à vous plaire. Ça peut être une technique. Sinon, voilà, vous pouvez dire que les pneus sont bientôt à changer, ou que sais-je. Souvent les voitures, elles ont un tout petit problème, donc c'est une marge de négociation possible. Et du coup, après, vous avez votre voiture. Une fois que le gars il vous a dit oui, c'est bon. Bon, vous faites les papiers, tout ça, vous la payez. Comme je vous ai dit, c'est mieux de le faire par virement. Enfin, par virement avec de l'argent que vous avez déjà, donc du cash, du virement, comme vous voulez. Et vous avez votre voiture, vous êtes tout content, vous allez pouvoir faire le beau, la montrer à vos potes, à votre copine, à vos parents. C'est génial. Vous vous plaisez bien. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Essayez d'acheter. En fait, il faut acheter des voitures à des gens riches, si possible. Donc c'est pour ça que moi je privilégie les voitures allemandes et que je roule pas en Dacia, Logan ou Sandero Stepway et tout ça. Même en Peugeot. Franchement, j'aimerais bien rouler en Peugeot de temps en temps, mais j'en trouve pas à des bons prix parce qu'en fait, les gens qui roulent dans les marques les moins chères, eh ben eux, ils vont être très près de leurs sous et ils vont vous demander des prix qui sont trop élevés et vous n'allez pas pouvoir trop négocier avec eux. Alors que les gens qui ont des moyens élevés, eux, ils vont être beaucoup plus souples. En fait, eux, ils veulent pas s'emmerder avec la vente de leur voiture. Donc, si vous arrivez, que vous êtes propre sur vous, que vous êtes coiffé, douché, et que vous dites j'ai l'argent, j'ai pas besoin de faire un emprunt, je vous la paye demain s'il faut. Et ben, c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires. Donc, privilégiez les gens les plus aisés. Donc, alors, il peut y avoir des gens aisés qui roulent en Peugeot, ça peut arriver. Sinon, optez pour les voitures plutôt marque allemande ou de ce genre. Ou je sais pas, j'ai jamais eu de Jaguar, tout ça. Je sais pas, c'est pas toujours des très bonnes réputations de fiabilité. Mais voilà, moi, je cible principalement les voitures allemandes parce que c'est avec eux que j'arrive le mieux à négocier et c'est là où il y a les plus grosses décotes. Donc, et pareil, par contre, quand vous achetez des voitures allemandes, pensez à la revente. Allez pas acheter une voiture qui consomme 20 litres au 100. Alors, soit vous achetez la plus puissante BMW M3, M5, Audi RS6 ou vraiment le modèle le plus puissant. Ça aura toujours de la valeur à la revente. Mais allez pas acheter un V8 qui consomme à fond et ensuite, donc personne ne veut, en pensant, ouais, j'ai fait une super affaire, la voiture elle était à 100 000 € de base, je l'ai acheté 30 000. Puis en fait, après, vous vous rendez compte que personne ne veut la payer 30 000 et qu'une voiture qui consomme 20 litres au 100 et qui coûte 2 000 € d'assurance par an, eh ben, c'est pas pour tout le monde. Donc, pareil, ouais, il y a des Porsche Cayenne turbo, là, des vieux qu'on peut acheter à des prix qui sont assez faibles, surtout par rapport au prix de départ. Pensez toujours entretien, revente. Qui va m'acheter cette voiture? Est-ce que les gens qui ont moyen de payer l'entretien, ils vont acheter une voiture qui a 10 ans? Peut-être pas. Les gens qui ont les moyens de rouler en Porsche Cayenne, ils achètent des voitures neuves et ils achètent pas des voitures qui ont 10 ans. Et les gens qui ont les moyens qui ont les moyens d'acheter des voitures à 10 000 à 15 000 €, ils ont pas forcément les moyens de mettre 5 000 € d'entretien dans une voiture. Donc, réfléchissez toujours à la cohérence, en fait. C'est comme dans l'immobilier. Achetez pas un appartement dans un quartier craignos pour une famille de classe moyenne. Achetez pas un tout petit appartement pour des gens qui ont un standing supérieur. Achetez pas un appartement trop grand pour un étudiant. Restez cohérent. Pensez toujours à votre acheteur cible une fois que vous aurez acheté la voiture. Ensuite, je fais rapidement comment est-ce que vous allez vous occuper de la voiture quand vous l'avez. Donc, vous roulez avec. C'est quand même le but principal de ce podcast, c'est que vous ayez une voiture qui vous coûte rien. Et en fait, vous avez acheté à un bon prix du coup. Et donc le bon prix, je vous rappelle, vous faites les recherches, vous cherchez les décotes, vous appelez les voitures les plus décotées, et ensuite vous faites encore des offres un peu en dessous. Et vous achetez pas à des garages. Et ensuite, vous vous occupez bien de la voiture. S'il faut, ça marche bien, de la laver. Il y a des gens, ils vendent des voitures, ils les ont pas lavées. C'est comme il y a des agents immobiliers, ils prennent des photos d'appartements, ils ont pas fait les lits, ou ils ont pas rangé. Il y a des gens, ils ont pas lavé leur voiture avant de vous la vendre. Donc, vous la lavez. S'il faut, vous mettez un petit produit pour le cuir pour que ça brille, les plastiques et tout ça pendant que vous lavez. Je vous conseille aussi grandement de l'assurer tout risque.
On sait jamais ce qui peut arriver. Et de faire l'entretien chez la marque, ça c'est super important. Si vous achetez une Porsche, allez pas faire la vidange chez Norauto. Le type qui va vous acheter la Porsche, il va regarder les tampons, il va voir un tampon de chez Norauto. Soyez cohérents. Si vous avez une voiture qui valait 100 000 euros au départ, allez pas dans un garage inconnu pour faire l'entretien. Donc ça, c'est super important à voir. Même si, à la limite, vous avez acheté une voiture qui a pas toujours été entretenue chez le constructeur, au moins que si vous devez faire un entretien, faites l'entretien chez le constructeur. Vous allez payer peut-être 2 fois le prix que ça coûte. Là, chez mon Audi, je crois que j'en ai eu pour 1000 euros. L'autre fois, ils ont rien changé. Juste les filtres, la vidange, j'en ai eu pour 1000 euros. Bah, écoutez, c'est comme ça, c'est 1000 euros, c'est 1000 euros. Mais le jour où je vais la revendre, ça va me coûter les 500 euros que j'aurais économisé en allant ailleurs. Et ben, je vais les payer 3 fois le jour de la revente parce que quelqu'un va me dire, ah, mais vous avez pas fait le dernier entretien chez Audi, si la voiture elle casse, j'ai pas la, voilà. On connaît le discours. Je suis le premier à le faire enfin, non, je suis pas le premier à le faire parce qu'en fait, j'achète pas des voitures qui ont été entretenues n'importe où. Mais pensez-y. Donc, on la lave la voiture. S'il faut, on entretient un peu les sièges et tout ça. S'il faut changer des jantes ou des trucs comme ça peut valoir la peine. Pensez revente, revente, revente. Ensuite, vous roulez avec la voiture, c'est cool, vous amusez bien. Si vous avez un cab, essayez de décapoter souvent, c'est vachement cool. Et ensuite, et ben, au bout d'un moment, entre 6 mois et 1 an, il va falloir la revendre. Si vous avez un cab, la revendez pas en hiver. C'est pas le bon plan. Essayez de la vendre quand il fait beau. Si vous avez une autre voiture, voilà, parfois ça vaut le coup de un peu essayer de les saisons, tout simplement. Ou alors ça peut valoir le coup de mettre une annonce un peu chère. Si vous n'êtes pas sûr que vous voulez tout de suite vous séparer de la voiture, ça vaut peut-être le coup de mettre une annonce un peu chère et de voir si quelqu'un vous appelle. Après, on en arrive à la phase de la vente. Quand vous vendez la voiture, donc vous la lavez, faut qu'elle soit nickel, faut que vous sachiez tout sur la voiture, donc les derniers entretiens et tout. Et ensuite, vous la mettez sur plein d'annonces. Alors moi, ce que je fais, je mets sur les sites de petites annonces en général. Mais ce qui a déjà bien fonctionné, c'est tout simplement de la mettre dans la rue avec une pancarte dans la voiture à vendre. Et sur la pancarte, vous mettez le prix. Les gens qui mettent des voitures à vendre, on s'en fout que ta voiture elle soit à vendre. On sait même pas combien elle a de kilomètres, quel âge, ni le prix. On s'en fout. Sauf si tu as une Ferrari Enzo. Le reste, les gens, on s'en fout de ton panneau. Donc quand vous mettez un panneau, vous mettez à vendre, Golf 6, 100 000 kilomètres, 2 litres diesel, 2012. Je sais pas s'il y avait des Golf 6 en 2012, mais vous avez l'idée. Contactez-moi 06 03 22 ou par email info@byebyepatron.net. Donc voilà. Et ensuite, quand vous vendez la voiture, si vous êtes sûr de sa valeur, ne lâchez. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre un prix un peu. En fait, vous allez lâcher quelques centaines d'euros, mais pas plus. Par exemple, moi, admettons que j'ai acheté une voiture à 8 500 euros, je vais la mettre à 9 300. Et puis, quand il y a un gars qui vient, il est sympathique et tout, je dis, bon, ok, pour 9 000, je vous la laisse. Ça fonctionne bien. Je l'ai déjà fait plein de fois. Donc, là, soyez prêts à lâcher 200-300 euros, mais mettez-vous aussi, avant même qu'un vendeur y vienne, et peu importe ce qu'il va vous raconter, mettez-vous un prix limite que vous voulez pas du tout dépasser. Pour vous raconter, une fois, il y a un mec, je vendais une voiture. Bon, à l'époque, cette voiture, je l'avais pas achetée cher. Je crois que je l'avais achetée 4300 euros. Je sais plus, c'était une Alfa Romeo 159. Et je l'avais acheté 4700 euros, je pense. Et je l'avais mis en vente à 5300 euros. Je sais plus, 1 an après. Franchement, c'était une bonne voiture. J'étais assez content avec. Et il y a un mec qui vient. Alors déjà, il vient 1 heure en retard. Heureusement que j'avais donné rendez-vous devant chez moi. Et il essaye même pas. Il me dit, ouais, c'est bon, la voiture, il essaye même pas. Et après, il me dit 4000. Je dis, bah non. Je dis, bah non. Allez, 4000, et comme ça, vous avez une belle voiture après. Bah, déjà, avec 4000 euros, je vais pas m'acheter une super belle voiture. Bref, le gars, je dis, bon, bah, c'est bon, hein, moi, je me casse. Le mec, il est resté pendant 2 heures. Il était avec sa femme et ses gosses. Il est resté pendant 2 heures devant chez moi. Je le voyais par la fenêtre. C'est la voiture pour sa femme. Sa femme, elle le frappait dans la voiture
Ensuite, ils partaient en courant, ils se couraient après, ils avaient des gosses, ils les faisaient faire pipi, changer la couche et tout devant mon immeuble. Franchement, je me suis dit, mais les voisins, la honte, la honte. Donc ça peut vous arriver. Comme je vous ai dit, ça c'était une voiture pas chère, ça m'est arrivé, ça m'est jamais arrivé sur des voitures plus chères. Mais soyez ferme. Donc prévoyez à l'avance de laisser un peu d'argent sur la table, enfin de laisser un peu d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? J'achète 4700, je la vends 5300. Il y a pas trop d'argent qui a été laissé, mais vous laissez quelques centaines d'euros, ça fera plaisir à tout le monde. Après, il y a des papiers à signer et tout. C'est mieux si le gars il a l'impression qu'il a fait une bonne affaire. Et mais par contre, mettez-vous un prix plancher. Et voilà, je pense que c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez appris de mes conseils. Donc, je vous répète, faites vos recherches, trouvez les bonnes affaires. Ne vous focalisez pas forcément sur un modèle, mais plutôt sur un type de voiture. Privilégiez un budget entre 5 et 15 000 euros. Ensuite, faites un tableau Excel en regardant sur la centrale la cote de la voiture. J'ai aussi oublié de vous dire, après, quand vous achetez la voiture et que vous avez négocié tout ça, allez faire quand même un backtesting, en fait. Peu importe la cote que vous aviez, vérifiez qu'il n'y a pas des voitures qui se vendent moins cher que ça. Vous mettez le Bon Coin toute la France et vérifiez que vous achetez bien la voiture la moins chère du Bon Coin qui a ses caractéristiques. Parce que parfois, la cote de la centrale, elle peut être un peu biaisée. Donc, quand vous êtes mis d'accord, peut-être avant de signer vraiment, vérifiez que vous faites vraiment une bonne affaire. Donc, la cote, c'est une chose, mais le mieux, c'est quand même de vérifier après coup. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle caradisiac.com, je pense. Et sur ce site, il y a pas mal d'infos sur les voitures. Il y a aussi des avis des gens qui ont cette voiture et notamment ils disent les problèmes qu'ils ont eus. Donc avant d'acheter une voiture, même avant d'aller l'essayer, allez sur Caradisiac et regardez les problèmes qui sont inhérents à ce type de véhicule pour ensuite vous assurer que soit parfois il y a eu des rappels des constructeurs, donc soit qu'il y a eu le rappel qui a été fait ou soit que la voiture elle est pas affectée par ça. Par exemple, si c'est de la rouille sur la voiture, ben vous allez devoir regarder qu'il y a sur les voitures récentes, ça arrive pas trop, mais c'est un exemple. Vous pouvez vérifier qu'il n'y a pas de rouille, ou s'il y a des gens qui parlent que la clim fonctionne pas ou que à la quatrième elle passe pas bien, ben vous allez pouvoir porter votre attention particulièrement là-dessus. Dans tous les cas, c'est comme dans l'immobilier. Vous achetez pas une baguette de pain, prenez votre temps, regardez, comparez, faites des offres et c'est comme ça que vous pouvez rouler dans des voitures super cool toute l'année pour pas un rond, quoi. Bon, ça vous coûtera quand même le péage et les stationnements. Ça, j'ai pas trouvé la solution. Mais parfois, j'ai déjà vendu des voitures 2, 3, 4 000 euros de plus que je les avais achetées. Donc, quand c'est ça, ça paye tout. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà, c'était un peu un épisode what the fuck. C'était pas vraiment en lien avec la vie d'investisseur. On peut pas dire que la voiture soit vraiment un investissement, mais vous avez souvent besoin d'une voiture pour aller visiter. Donc autant ne pas le faire dans une poubelle qui vous coûte les yeux de la tête. Je vous souhaite. Ah, j'ai oublié de vous dire. J'avais préparé une checklist pour les visites immobilières. Vous pouvez la trouver sur mon site. Alors j'essaie de faire ça discrètement. J'ai mis un tout petit pop-up de côté comme ça. Vous pouvez laisser votre email et du coup vous aurez accès à la checklist. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Et n'oubliez pas que si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements et si possible les cheveux au vent. Bye bye.